revanche, il y a tout un nombre de sujets vis-à-vis desquels vous n'avez pas respecté vos obligations ou les chaînes du groupe n'ont pas respecté leurs obligations. J'ai la liste des rappels à l'ordre du CSA et de l'ARCOM. Il y en a plus de 50. Ça place les chaînes du groupe Canal dans une situation particulière. Vous êtes les plus rappelés à l'ordre par l'ARCOM. À votre avis, pourquoi ? Je vais laisser mes collègues répondre en partie, mais... Récemment, les responsables de la chaîne numéro 1 d'information, CNews, sont venus répondre à une commission d'enquête parlementaire. Le débat de fond du procès d'intention, orchestré par le rapporteur Aurélien Saint-Toul, c'était de savoir si la distinction entre l'information pure et les faiseurs d'opinion était suffisamment claire aux yeux des téléspectateurs. On comprend que d'un point de vue déontologique, un journal d'information doit rendre compte de la réalité sociale de la façon la plus transparente qui soit. Et c'est même à cela que chacun juge le professionnalisme d'une rédaction d'information. Mais en réalité, sur ce sujet-là, c'était un faux débat. Parce que les téléspectateurs savent parfaitement différencier une information, illustrée par un reportage filmé ou par une brève, d'une opinion émise par un invité, un analyste ou un chercheur. Par contre, là où on serait en droit d'attendre une commission d'enquête pour pondérer la sacro-sainte liberté de la presse, ce serait en presse écrite. Cette fois, en mode stalinien off. Alors on a fait un gros plan sur RFI. RFI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première radio d'actualité sur Facebook. Ils ont 24 millions de visites par mois et 31 millions d'abonnés. Et ils ont publié une brève comme ça. En pleine guerre à Gaza, plusieurs patients originaires de l'enclave sont soignés depuis des mois dans les hôpitaux de Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville occupée par Israël. Atteints d'un cancer, certains d'entre eux risquent pourtant d'être renvoyés en zone de guerre à Gaza car les autorités israéliennes estiment qu'ils sont en rémission. Saisis, la Cour suprême israélienne a suspendu cette décision pour 1 mois. Mais en attendant, ces enfants malades vivent en sursis. Alors a priori, rien de bien méchant, mais malgré tout, on va décrypter les petits jeux de surconflictualisation auxquels même les journalistes n'ont pas toujours conscience. Si on veut s'intéresser aux logiques de surconflictualisation, la première des choses est de passer au crible les termes qui sont employés par le journaliste. A priori, chaque terme est censé apporter un élément d'information nécessaire à la bonne compréhension de l'événement, sinon c'est un signe d'alerte que les médias versent dans le militantisme. Et ce qui interpelle ici avec l'exemple RFI, c'est le terme de ville occupée, un terme qui revient quasi systématiquement en presse écrite, de gauche comme de droite. Mais occupé, ça veut dire quoi ? Occupé, c'est l'adjectif qui rabâche inlassablement l'oppression subie par les Palestiniens. Et ce ne serait pas dérangeant si la presse avait le souci de le faire aussi dans l'autre sens et de rendre compte de la symétrie du conflit. Par exemple, si la presse s'attachait à coller l'adjectif « bombardé » aux villes de Tel Aviv, Jérusalem ou Ashdod, puisque plus de 20 000 roquettes ont été tirées par le Hamas depuis 2005, ou si elle parlait de villes attaquées pour rappeler les attentats quotidiens en Israël, alors elle pourrait aussi parler de villes occupées. Mais à travers ce choix sémantique, le journaliste présente le conflit de manière unilatérale. Il suscite l'indignation du lecteur, qui est alors obligé de prendre parti. Et c'est en répétant ce type de message année après année que les rédactions de la presse écrite alimentent l'imaginaire collectif d'un conflit dont Israël gérerait les tenants et les aboutissants. Alors qu'en réalité, une occupation de territoire, elle se fait par volonté ou par nécessité. Si c'est une volonté, elle serait hégémonique, Israël aurait dans son ADN une volonté de domination et de puissance, ou alors elle reposerait sur des ressorts traditionnels. Israël aurait un projet religieux, politique, et les Palestiniens encombreraient les Israéliens pour faire le grand Israël. Le problème, c'est qu'à défaut d'être argumentées, ces visions reposent sur un jugement d'intentionnalité. C'est donc une vision complotiste qui alimente l'antisionisme, pas nécessairement anti-juif, mais anti-hégémonique. Mais il y a une autre alternative, c'est que l'occupation réponde à une nécessité qui peut être absolue, sans quoi l'existence d'Israël est immédiatement menacée, puisque sans occupation, les Palestiniens seraient alors en capacité de s'armer militairement en quelques mois et pourraient cibler la population israélienne. Ou alors ce serait une nécessité qu'on pourrait appeler anticipatoire, qu'il n'y aurait pas ce type de danger imminent, mais de mauvaises prévisions à 10, 30 ou 50 ans amèneraient le gouvernement à établir une politique sécuritaire de contrôle maximal. Et donc, ce qui ressort de tout ça, c'est que l'occupation en soi, ça ne veut rien dire. Du coup, la sémantique de ville occupée montre un partisanisme généralisé de la presse française qui ne respecte pas la symétrie du conflit et qui ne restitue pas le système de rationalité des Israéliens. Ensuite, deuxième outil de surconflictualisation, le choix des titres et des mises en page. À la base, l'article, c'était ça. Jérusalem, à l'hôpital Augusta Victoria, des patients gazaouis menacés d'expulsion. Et puis un peu plus tard dans la matinée, le titre, c'est devenu ça. Je ne veux pas repartir à Gaza, à Jérusalem-Est, des enfants malades menacés d'expulsion. Quelle différence entre les deux titres ? Vous allez voir la mise en place graduée de l'indignation. Premièrement,
L'article, mis à jour maintenant, mentionne les enfants malades. Quand une rédaction constate qu'elle n'obtient pas le nombre de clics espérés, elle rend la brève un peu plus attractive et les enfants malades de Gaza, pour le coup, c'est une valeur sûre. Et puis on remarquera au passage que les personnes expulsées maintenant ne sont plus des patients gazaouis qui rentrent à Gaza, ça c'est un non-fait, c'est trop simple, ce sont maintenant simplement des enfants malades. Et puis dans ce nouveau titre, le journaliste a inclus un narratif. En citant l'enfant, cela donne l'impression que les Israéliens sont inhumains, alors qu'en réalité, si on l'écoute parler, son avis est partagé quant à l'idée de rentrer à Gaza retrouver sa famille ou de rester à Jérusalem. Après des mois de soins, radiothérapie et rééducation, la petite marche à nouveau. Je ne veux pas repartir à Gaza. Je souhaite que mon père et ma sœur, qui sont toujours là-bas, puissent quitter Gaza. Là-bas, ils sont en danger. Notre maison a été bombardée. Gaza, c'est toute ma vie. Mais j'ai toujours besoin de soins ici. Je ne peux pas aller vivre sous une tente. Je prends toujours un traitement pour pouvoir marcher et que ma main fonctionne correctement. À côté d'Amira, sa mère, Iman Sabar, avoue son impuissance. Parfois, Amira me dit que son père et sa sœur lui manquent tellement qu'elle est prête à rentrer à Gaza. Alors clairement, la presse écrite prend parti et met en scène la déshumanisation d'Israël. Le problème, c'est que, article après article, année après année, un certain nombre de rédactions a réussi à constituer avec le temps un imaginaire collectif. Alors qu'en réalité, si on réfléchit à la question, il est tout à fait positif qu'Israël ait accepté que ses enfants aillent se faire soigner en dehors de Gaza. Mais cet angle-là est totalement caché sous le tapis. Et c'est ce qui nous amène à la troisième partie, la posture journalistique. Donc pour résumer, ce qu'on a, c'est un titre qui a été reformulé pour mettre en avant l'inhumanité des Israéliens, un sous-titre qui reprend 3 informations qui sont fausses. Les patients ne sont pas originaires de Gaza, ils ont été extradés. C'est pas la même chose parce que s'ils sont renvoyés parce qu'ils sont originaires de Gaza, c'est une forme de racisme, et c'est pas le cas. Deuxièmement, personne n'est renvoyé en zone de guerre. À cette date-là, le démantèlement du Hamas est limité à quelques villes, on est le 28 mars, et l'ensemble de Gaza est tout à fait vivable. Et enfin, il est tout à fait faux de dire que les autorités israéliennes estiment les personnes prêtes à retourner à Gaza. Cela laisserait entendre la fameuse impunité israélienne. On n'est pas du tout dans une décision arbitraire, au contraire, l'armée est dans son rôle, elle a extradé des malades en vue de leur laisser recevoir des soins palliatifs, ils ont été pourvus, donc l'armée maintenant demande leur retour. Et donc le titre aurait dû être formulé d'une façon différente. On peut proposer un troisième titre, plus objectif, qui ne rentre sûrement pas dans la ligne éditoriale de RFI. La Cour suprême israélienne a invalidé une décision de l'armée au profit des Gazaouis. Reste maintenant au député Saint-Toul de continuer son travail lors d'une prochaine séance.